mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 mars 2023. Il est 10h30 et nous sommes avec vous pour une heure de direct. Et vous pouvez vous aussi participer à l'émission tout simplement en composant le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de recevoir vos témoignages. Alors le thème du jour est le suivant: addiction, prévenir et accompagner. Alors on parle aujourd'hui d'addiction pour éviter de stigmatiser les consommateurs de substances psychoactives. Si auparavant les consommateurs de drogue étaient considérés comme des toxicomanes, délinquants dangereux, aujourd'hui ce sont des malades. Une maladie chronique qui touche de plus en plus de jeunes, une cible de choix pour les trafiquants. Alors comment protéger ces enfants de ce fléau? Comment les accompagner? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Béchira Belhadj. Vous êtes addictologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me présente, je suis Dr Belhadj de l'EHS de Cheraga. Voilà, on rentre directement dans le... Je vais présenter aussi messieurs et on rentrera directement dans le sujet. Pas de souci. Avec nous aussi Monsieur Hachadi. Alors, Monsieur Abdelhamid Hachadi, voilà, j'ai perdu ma directeur au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, bien sûr. Et avec nous aussi, Monsieur Atman Bourouba, vous êtes président de l'association AIDS Algérie, association information drogue-sida. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir encore une fois invités. Bien sûr, parce que c'est un sujet important et il faut à chaque fois rabâcher et dire et expliquer pour prévenir, surtout pour prévenir et accompagner. Alors, qu'est-ce que l'addiction? Il faut d'abord définir ce que c'est qu'une addiction, docteur. L'addiction, c'est très important de comprendre que l'addiction est une maladie, est une dépendance à une substance. Par exemple, on a pris la toxicomanie, on a pris la drogue, automatiquement c'est une dépendance à une substance. Mais on doit comprendre une chose, que c'est la substance qui choisit sa victime. Et non pas la victime qui choisit et non pas l'inverse. Exactement, parce qu'on a par exemple sur 10 personnes qui goûtent à une substance, on a les 7 qui sont indemnes et les 3 ils sont vulnérables. C'est-à-dire, c'est la substance qui choisit. On n'est pas très vulnérable de la même façon que par rapport à la drogue. Exactement, il y a des prédispositions. Ce qui fait, à partir de là, on peut déduire que l'addiction est une maladie chronique. Elle a été déclarée comme maladie et non pas une délinquance. D'accord, on ne dit plus toxicomane. Exactement, on ne parle plus de toxicomane, on parle d'addict. C'est très très important cette notion. D'accord, oui. Oui. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai, parce que d'autant plus que ces malades sont identifiés dans les différents plans stratégiques nationaux d'intervention de santé, que ce soit le plan stratégique national du sida ou bien la nouvelle stratégie de réduction des risques qui est en train de se mettre en place. On identifie l'addict en tant que personne malade. Oui. Et tout doit être centré sur cette personne malade pour avoir une prise en charge globale, un accès universel en premier lieu au droit, parce que c'est un droit de se faire soigner, d'être pris en charge et d'être accompagné. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes. Vous recevez plus de jeunes en ce moment? Oui. Oui, énormément de jeunes. On a la tranche d'âge entre 15 à 20 ans et ça commence à prendre de l'ampleur. C'est ça ce qui est inquiétant. C'est au moment de l'adolescence. Pour moi, je pense que, je l'ai déjà dit ici, il y a une épidémie, une explosion de l'épidémie à toxicomanie. On assiste en Algérie à une vraie épidémie de toxicomanie qu'on doit avoir. Quand on dit qu'il y a une épidémie, il y a une explosion de la consommation, on doit avoir les moyens pour justement contrer ou bien suivre ou bien atténuer les problématiques de cette épidémie. Chose qui peine à se mettre en place. C'est vrai qu'on est en train de mettre des guidelines, des stratégies, mais l'ampleur est tellement énorme. On peut parler de pandémie parce que ça touche le monde entier et tout le monde souffre de ça. Je la confirme, c'est une pandémie. Oui. C'est une pandémie. Et on a une explosion maintenant de consommation. Maintenant, les choses doivent aller beaucoup plus vite pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Et à votre avis, c'est dû à quoi?
Pour essayer de comprendre, voilà, pour essayer de comprendre et prévenir. La facilité de trouver les substances, surtout avec Internet en ce moment où on trouve pas mal de choses et facilement. Qu'est-ce qui fait que maintenant c'est beaucoup plus accessible? Oui. Ben, pour moi, il y a deux choses. C'est la disponibilité, c'est l'offre. Oui. L'offre, on voit que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai entendu un chiffre de 50 tonnes de cannabis. À 50 tonnes, c'est quelque chose. 50 tonnes de cannabis, on ne parle que de cannabis, on ne parle pas des psychotropes, de l'ecstasy, de la cocaïne, des drogues dures. Moi, j'ai entendu une personne responsable de l'Office national de lutte contre les drogues et toxicomanie parler d'un doublement carrément, 200% de saisie de cocaïne. C'est le même cas pour l'héroïne, qui est beaucoup plus Addictogène par rapport aux autres substances. Donc, on voit que l'offre, elle est vraiment extraordinaire. Le détournement de médicaments de traitement, par exemple, à Alger, le problème à Alger dans ses environs, le grand Alger, si on peut dire, c'est le détournement de médicaments pour le traitement, justement pour à mes usages. À mes usages de traitement. Exactement, à mes usages. C'est ça qui fait qu'on a encore d'autres problématiques. Ça veut dire l'offre, il y a une explosion de l'offre et qui a généré une demande, que la demande suit derrière, et donc on a une généralisation de la demande. Donc il faut agir dans les deux axes. Et on a l'arrivée aussi des opiacés, qui prend les opiacés comme les drogues dures, par exemple la cocaïne, l'héroïne, le Subutex. Il est en grande quantité, même en parlant d'Alger, c'est vraiment alarmant. Donc vous recevez beaucoup de personnes qui arrivent... Oh oui, parce qu'elle a des sièges. Oui. Par exemple, à Alger, on parle plus d'opiacés, c'est-à-dire les drogues dures, comme l'héroïne, Subutex, cocaïne. Et en dehors d'Alger, comme Oran, on a le tramadol, comme par exemple les alentours ouest, etc., c'est des psychotropes, c'est des comprimés. Est-ce que toutes les couches sociales, les classes sociales sont touchées, ou est-ce que c'est une certaine frange de la société qui est touchée, ou maintenant c'est tout le monde qui consomme? Maintenant c'est tout le monde. Moi, je tout peux le monde vous est confirmer, concerné. tout le monde est concerné. C'est devenu presque à la mode. D'accord. C'est-à-dire on a toutes les classes. Oui, monsieur Justement, si vous permettez, je vais exagérer un petit peu, mais c'est ma vision. Je crois que l'être humain naît avec la prédisposition d'être addict à toute substance qui يعني بالغ في استعمالها. Par exemple, à commencer par l'allaitement. Oui. C'est une addiction. Et c'est pour ça qu'on appelle l'arrêt smoul fitam. 2 ans d'allaitement, le bébé s'attache à sa maman, s'attache à l'allaitement, donc il est difficile de rompre cette habitude, cette relation. Donc on est prédisposé. Donc il faut remarquer, il faut suivre l'addiction dès le jeune âge. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'addicts qui ont commencé à souffrir d'une addiction quelconque, et l'addiction appelle une autre. On commence par quelque chose de banal, mais on trouve la facilité après, et on essaie de découvrir et de goûter d'une addict à une autre. Voilà, on remplace une addiction par une autre addiction. Voilà. Et c'est là le couloir et l'engrenage où entrent les jeunes et ne finissent pas par sortir. Je rejoins son idée, c'est un changement de conditionnement. C'est ça. Il y a un profil type d'une personne qui risque, qui pourrait devenir... La personne type, par exemple, on peut parler par exemple des enfants qui sont hyperactifs. On a parlé de l'hyperactivité. Quand l'enfant il bouge beaucoup, c'est un enfant très très angoissé. Cet enfant, il faut le cadrer. Il faut le cadrer, lui faire du sport, le fatiguer. Il faut le faire travailler. Il faut l'occuper, exactement. Par exemple, lorsqu'il y a un deuil, ici en Algérie, on a un problème de tabou. Lorsqu'il y a un deuil de l'un des parents, l'enfant ne sait pas pleurer. Il ne pleure pas. Nous, les adultes, on crie, on pleure, c'est-à-dire on peut s'exprimer. La douleur, on l'exprime. Mais l'enfant, il n'exprime pas. Il faudrait que les parents, ils apprennent. Lorsqu'il y a un deuil ou bien un décès, le pédopsychiatre
n'est plus un tabou, n'est plus un sujet tabou. Il perd un papa ou une maman, la consultation, elle est systématique. À mon avis, si on parle de l'enfant, l'adolescent, c'est autre chose. Commencer par l'enfant. Moi, j'ai commencé par l'enfant, par exemple. Oui, monsieur. Justement, quand la famille parle, les membres de la famille parlent entre eux, discutent, il y a le dialogue, il y a cette facilité de contact avec les éléments de la famille. Là, on est sûr, on est calmé que l'enfant va prospérer, va grandir d'une manière équilibrée et saine. Mais quand il y a comment dirais-je, renfermement, quand il n'y a pas de rigidité, la rigidité, tout est tabou. On ne parle absolument de rien. L'enfant apprend beaucoup de choses à la rue. Exact. Et c'est grave. Là est le problème, et c'est là que ça commence l'addiction aux drogues et à d'autres choses. Donc la prévention commence déjà au sein de Bien la sûr, famille, au à la sein de maison. la famille. Et là, je regrette de dire qu'il y a des parents démissionnaires. Oui. Je le regrette. Malheureusement, oui. Des parents qui sont démissionnaires. Il y a bien sûr des conditions et des ظروف اجتماعية واقتصادية qui font que le père ou bien la maman ne donne pas tout son temps à son enfant, mais ça n'empêche que la responsabilité des parents est la première. Donc il faut suivre ces enfants, il faut les contrôler, il faut leur poser des questions, il faut chercher après eux pour savoir, bien sûr, les répondre, bien sûr, pour savoir s'il y a un problème quelconque. J'aimerais présenter le profil de l'addict. C'est-à-dire, il est à la recherche du bonheur, tout simplement. C'est ça. L'addict, il recherche le bonheur. Il recherche la substance qui va lui permettre d'être heureux. C'est un attachement, c'est la recherche, il s'attache à une substance. Mais il essaie de fuir sa réalité, bien sûr. C'est pour ça que je rejoins le monsieur, je le rejoins dans l'idée des parents. Vous avez dit, est-ce qu'on reçoit toutes les catégories? C'est vrai, moi je suis thérapeute de terrain, on reçoit tous les niveaux sociaux, c'est-à-dire un père, quand il est un homme d'affaires, il est dépassé, etc., il rentre, il ne communique même pas avec son fils. L'enfant, il n'a pas besoin d'avoir de véhicule, il a besoin d'un papa. C'est très important, la communication. On commence à gâter l'enfant en se disant que voilà, ça va remplacer. On a beaucoup de problèmes avec les enfants. Gâter, c'est comme une pâte qu'on remplit beaucoup d'eau. Oui. C'est comme ça, il n'a pas de frein. L'enfant gâté aussi il souffre, hein. Parce que je ne vous cache pas, c'est vrai qu'on parle des quartiers populaires, des gens pauvres, des munis, même le riche, il est addict aussi, il est prisonnier, il me fait de la peine, parce que même le riche, je le reçois. Et peut-être qu'il est beaucoup plus addict parce qu'il tombe directement dans les drogues dures, voilà, parce qu'il aura les moyens. Exactement, parce qu'il a les moyens. C'est ça, c'est un problème. Il s'agit d'encadrer ses enfants. Il faut un encadrement des enfants. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait, je l'encadre, je l'accompagne, je lui fais il y a des règles à respecter. Oui. C'est très, très important, cette notion. Dans la prévention aussi, moi, je peux ajouter quelque chose. J'ai une expérience avec une maman qui, elle, allait acheter des substances à son enfant. Son fils, oui. Ah ben oui. Oui. Ben oui, c'est aussi terrible que ça. C'est-à-dire, elle prenait le risque d'aller... Bon, j'ai discuté avec elle, j'étais vraiment étonné. Pour elle, elle ne veut pas le voir souffrir. Elle ne veut pas le voir souffrir. Exact. Elle ne veut pas qu'il aille en prison. Elle ne veut pas qu'il ait des problèmes juridiques avec la loi. Donc elle prenait le risque pour elle. Mais elle prenait le risque. Elle était tellement dans sa vision de la chose qu'elle ne savait même pas qu'elle prenait des risques elle-même. Madame, et demain, si vous allez acheter chez le dealer, et on va choper le dealer. Et on va vous trouver en train d'acheter. Oui, en train d'acheter. Comment vous allez expliquer tout ça? Vous allez être mis en prison. Donc pour vous dire que, et c'est une personne aisée, parce que très aisée même je dirais, pour elle, son enfant, donc il est addict, on peut même lui acheter son truc. Pour vous dire que toute la famille est concernée. En premier lieu, c'est la famille qui est concernée par rapport à la prévention de ces addictions. En premier lieu, c'est la famille, c'est la société, c'est l'Houma,
Oui. C'est la société en général. Oui, mais le Homa, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant le Homa. Avant, le Oui. voisin pouvait parler à nos enfants et puis on Exact. prenait Vous pouvez pas mal. corriger même l'enfant. Voilà, du exactement, n'est-ce pas, voisin. M. Hachad? Et aujourd'hui, si le voisin parle à mon enfant, je suis la là à guerre. faire. C'est la Voilà, guerre. exactement. Non, mais c'est pour ça que on a perdu beaucoup de nos repères Nos valeurs. sociétales, Oui. nos valeurs sociétales, et c'est pour ça que une des causalités, c'est ça. C'est qu'on a perdu les repères, les valeurs sociétales qui faisaient de nous, qui faisaient de notre société une société bien équilibrée, Exact. qui aspirait à un Solidaire. avenir solidaire. Exact. Avec ça. Mais maintenant, les faits sont là. Comment on peut faire évoluer les choses? Comment Exact. on doit faire L'accompagnement. pour que les choses changent? Parce que Exact. les faits Ouais. sont là, ils sont têtus. On a une explosion de l'épidémie à toxicomanie. Comment on doit faire? Qui doit intervenir? Avec quels Comment gérer? moyens? Comment gérer? Comment gérer ce C'est problème, important. cette problème? Parce qu'un toxicomane à la maison, c'est une vraie bombe. Exactement. Il peut détruire carrément toute la cellule familiale. Exact. C'est pour ça que tout le monde doit intervenir. On ne doit pas les laisser à l'écart. Parce qu'on a tendance justement de voir la personne, si on a un membre de la famille qui tombe Addict, justement dans la oui. drogue, on le met en quarantaine, on ne lui parle plus, on l'évite, Justement, on j'aimerais le stigmatise. J'aimerais bien parler de l'addict parce que je défends toujours mon addict. Ce sont mes patients que j'adore. Vos bébés Si d'amour, vous comme vous voulez. dites. Voilà, mes bébés d'amour. Oui, oui. Ce qui fait, il ne faut jamais dévaloriser un enfant. C'est très important, Bien même sûr. s'il y a échec scolaire. Même, on a toujours besoin d'un membre de la famille. Même s'il va réaliser, par exemple, il sera maçon, plombier, n'importe quoi. Il y a on pas de besoin, il y a pas de sous-métier. sous-métier. Exactement. Il faut tout Il faut pas pour le faire un village. dévaloriser. La dévalorisation, elle a esquinté l'addict. Ouais. Pourquoi l'addict, il est dévalorisé? Pourquoi il cherche la substance? Il a perdu l'estime de soi. Parce Bien que, sûr. exactement, parce que lui procure une certaine assurance. Oui. C'est ça. Il reprend sa confiance au milieu des gens. C'est très important. Il ne faut jamais dévaloriser un enfant. Un enfant, il faut lui donner toujours, lui dire vous êtes le meilleur, vous êtes bien, vous êtes kda, vous êtes. Il faut jamais, surtout un adolescent aussi. Hein. L'adolescent. C'est la période critique. Oui, c'est une période qui est vraiment. C'est une bombe. C'est une bombe, c'est la une bombe. dépression de l'enfant. Il est, sincèrement, lui, il est dans un état dépressif. C'est Il faut là le qu'il faut comprendre. intervenir le mieux, il faut cadrer le mieux. Exact. Il faut être l'ami de ses enfants. Il faut savoir communiquer avec eux, il faut dire les choses, il faut dans un discours culturellement adapté, je suis entièrement d'accord, mais il faut savoir dire les choses et les dire d'une façon que l'enfant comprenne. Il doit avoir une place prépondérante dans la maison, avec ses frères, avec ses sœurs. exactement. C'est-à-dire qu'on doit valoriser toutes ces personnes parce que c'est de Oui. la valorisation qu'on va éviter, même s'il est addict, on peut en récupérer. C'est-à-dire Exactement. qu'est-ce qu'on doit faire avec cette personne? On va le jeter ou quoi? C'est pour ça on doit qu'on la trouve sauver. on trouve des SDF. Oui. Mais ils ont des parents, ces gens-là. Ils ont des frères, ils ont des sœurs. Personne été ne veut rejetés, d'eux. oui. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils sont dans l'échec. On va continuer à les enfoncer. Oui. Et Oui. Dieu sait qu'avec les traitements qui existent, avec le suivi, Oui. avec le pas système, évident, oui. on peut s'en sortir. On peut Tout le s'en monde sortir, peut oui. s'en sortir. Mais c'est très difficile aussi. C'est hein. très difficile. Ça devient Je C'est pour ça très que lourd. l'accompagnement est important. L'accompagnement est très lourd et très Je difficile. vous l'accorde. En plus de ça, par exemple, quand on parle de famille, du moment qu'on est l'addict, on parle de famille avant d'entamer autre chose. Le couple, quand le couple, ça ne va pas, il y a un petit problème, il faut consulter un thérapeute. C'est-à-dire, il faut régler leurs problèmes. Parce que des fois, l'addict, c'est lui qui nous rapporte le symptôme majeur du couple. C'est une douleur. C'est par exemple, il a mal accepté le divorce. Pourquoi c'est lui qui paye le divorce? Pourquoi c'est lui qui paye tout ça? Ça ne va pas entre le couple. Allez régler vos problèmes ailleurs, les parents. Oui, Tout simplement. Oui, oui, oui. exactement. Je Et crois que- oui, bien sûr, M. Hachad. Permettez, il faut, en cherchant les causes, il faut commencer par détecter bien le problème. Ça commence par la conviction. Pour passer à l'acte, il faut être convaincu, premièrement, ou poussé Voilà. à faire cet acte. Et malheureusement, beaucoup de jeunes
sont dans l'ambiguïté, sont dans le tourment. Ils ne savent pas que... ils pensent que ce qui est péché, ce qui est haram, c'est bien le vin. Tout ce qui est substance liquide, il est haram. Autre chose, c'est pas une substance qui est interdite. Justement, je vais vous poser la question parce qu'on le sait que l'alcool est haram, mais est-ce que les drogues bien sûr, sont citées aussi? Voilà. Sauf Allah tabaraka wa ta'ala nous a bien orientés, nous a bien guidés en disant إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Ce n'est même pas illicite. Il n'a pas utilisé le mot illicite, il n'a pas utilisé le mot haram. Il a utilisé le mot de ne pas s'approcher, de prendre distance. Ça veut dire s'approcher de l'alcool est en lui-même problématique, est un interdit. Et c'est pour ça que quand on trouve quelqu'un tourné autour autour d'un bar, c'est une accusation pour un musulman. Oui. Donc, alors, ces jeunes ont malheureusement la conviction que ces substances qui sont autres que l'alcool, qui est liquide, ne sont pas péchées. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien indiqué en disant que kullu muskirin haram. Kullu, dans le vocabulaire arabe, ismuha kalima tufidu l'istighraq. Ça veut dire tout ce qui vient après rentre dans ce bain. Donc, le Nabi alayhi salam a qualifié ces substances de muskir. Ça veut dire la substance qui fait partir la raison. Donc, qu'elle soit dure, qu'elle soit liquide, qu'elle soit poudre, qu'elle soit gaz, qu'elle soit n'importe quelle substance qui fait perdre la raison est illicite, haram. Kullu muskirin haram. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé plus loin pour dire que cette substance qui fait perdre la raison, il a mis une règle. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Si pour perdre la raison, on doit boire 5 bières ou nous sommes dans une société musulmane, il faut boire 5 ou 10 bières pour perdre la raison, et bien une goutte de la bière est interdite. Et c'est pour ça qu'il faut trancher sur le plan conviction. Après, on va voir la tranche qui est poussée par des conditions sociales, des conditions économiques, des gens qui ont été forcés, qui ont été pris en otage pour rentrer dans ce fléau. Et là, je rejoins ce qui a été dit par nos médecins, l'addict n'est pas mouch mujrim. C'est un malade. C'est une victime. C'est une victime. D'ailleurs, Nabi alayhi salam, une fois, on a apporté un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a bu de l'alcool et il a été puni, bien sûr. Et ils l'ont ramené une deuxième fois, une troisième fois. La troisième fois, on le... يعني والصحابة يؤنبونه واحد منهم لعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم s'est opposé. قال له non, il ne faut pas lui dire ça. C'est un homme qui aime Allah Azza wa Jal et qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, il est dans l'addiction. Maintenant, il faut le guérir. Il faut قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. Il est déjà dans une situation critique. Il ne faut pas aider le diable pour le pousser plus loin. Il faut l'aider, il faut le sauver. Je le rejoins sur le plan substance. Je remercie. De toute façon, tout ce qui est haram est bénéfique pour la santé aussi. Hein. Je rejoins Allah sincèrement parce que je retrouve mes repères grâce à l'islam, alhamdoulilah. Heureusement qu'on est musulmans aussi parce que c'est un bon support. Je rejoins la substance. Il a parlé de substance. C'est vrai, une substance, une fois qu'elle est introduite dans le cerveau, moi j'ai fait mes propres recherches. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une formation en neurosciences, c'est mon rêve.
mais elle détruit tout le circuit de récompense au niveau du cerveau. C'est-à-dire que l'addict mesquine, une fois la substance, elle est introduite dans le cerveau, il y aura un autre comportement. C'est pour ça qu'on parle de maladie. C'est-à-dire que l'addict, il s'oublie de se doucher. C'est très important. Il s'oublie de manger. Très important. Ça, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est-à-dire, c'est comme un ordinateur. La carte mère, elle est brûlée. Il y a une autre carte mère avec des données de la substance. Oui. J'aimerais bien transmettre ça. Ça, c'est mes propres recherches. D'ailleurs, j'ai pleuré pour mon addict lorsque j'ai fait mes propres recherches. Et c'est grâce au Coran. J'essaye de chercher un peu avec les positions de prière, etc. Parce que j'aimerais bien toucher un mot sur l'islam. Le bon Dieu, Rabbi subhanahu, quand même, il a pensé aux addicts. Parce que en étudiant la prière, les positions de prière, j'ai pu convaincre mes addicts à lutter contre le manque. Et avec le shahadatayn, c'est la formation du sérotonine, qui est l'hormone de bonheur. D'ailleurs, je leur apprends, c'est un apprentissage. Une fois que mon addict, il commence, parce que c'est un deuil, il s'agit d'un divorce, c'est lutter contre un amour interdit, la substance. Se séparer d'une substance qui exactement. Ce qui fait, alors j'essaye de lui faire travailler j'essaye de lui faire travailler ses hormones de bonheur avec son corps. Et le sport et tout ce qui est et la prière, elle m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, je m'adresse à l'imam, etc., de leur apprendre à ces jeunes que même Rabbi, il aime les addicts. C'est très important cette notion, parce que le manque, c'est vrai, la position, le khushu', il y a l'inondation de sang dans le cerveau, et le manque, il est ralenti. Au shahad, exactement. Le repentir en lui-même est un remède. Voilà, exactement. Le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal, le fait de convaincre cet addict qui n'est pas banni, qui n'est pas rejeté à l'éternité. Il a la chance de revenir vers Allah Azza wa Jal. Il a la chance de se corriger et de se prendre en charge pour être une personne normale. Et il peut vivre avec tout le monde. Parfois, cette attitude qu'on a envers ces addicts, qui est un petit peu blâmable et qui n'aide pas ces malades. Parfois, on les rejette, on les voit d'une manière un peu négative. Ce regard, il faut l'enlever. Et donc, Allah Azza wa Jal yuhibbu tawbata abdih. d'ailleurs الله عز وجل في القرآن الكريم لما يجي الكلمة نتاع تائب يستعملها بصيغة المبالغة c'est-à-dire accentuer التواب هذه صيغة تاع مبالغة تواب شكون c'est celui qui commet des fautes et il revient il commet des fautes et il revient il trouve Allah Azza wa Jal toujours en train de l'accepter et de lui pardonner son péché. C'est exactement l'addict. Parce qu'en addiction, les rechutes sont très fréquentes. Ils sont à 80%. On les aime bien, ça renforce ils sont, bien sûr, parce qu'ils font partie intégrante de la thérapeutique, du processus de guérison. Ça veut dire, ne pensez pas que un addict, une personne addicte va du jour au lendemain parce qu'on lui a bien parlé, on l'a bien intégré, on l'a bien suivi sur le plan psychologique, médical, tout ce que vous voulez, que c'est bon, c'est réglé. Non. C'est une parce décision. Parce qu'il y a une atteinte au niveau du cerveau central, donc c'est une atteinte qui des fois est réversible. Il a besoin d'une substance. Il a besoin de substances. C'est pour ça qu'on dégrade. Voilà. C'est pour ça qu'on dégrade. Et c'est pour ça même que nos théologiens, nos savants, nos fuqaha, concernant l'addict, quand il est addict d'une substance quelconque, on a donné la permission aux guérisseurs, aux médecins, de ne pas stopper nettement et définitivement, d'une façon brusque, cette substance parce qu'elle risque de nuire à ce malade. Plus de problèmes qu'autre chose. Nous, en tant que religieux, on est arrivé à donner l'autorisation aux médecins pour donner cette drogue ou cette substance aux malades d'une façon régressive. Exactement. Très bien.
بالعقل يعني بشويه 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 jusqu'à arriver à C'est comme une voiture, quand on lance une voiture à la vitesse 5e, on ne peut pas tout de suite... Dégrader tout. Exactement, on ne peut pas freiner. ça. C'est la même chose. Maintenant, C'est la on même revient un petit peu. Je vous propose. Oui, d'accord. Alors, je vous propose de suivre justement un reportage, enfin, un micro-trottoir de notre journaliste Yasmine Belhidja et on revient pour continuer le débat. D'accord. Très bien. Voilà. Merci. Un problème international, c'est pas lié qu'à l'Algérie. Hein. Voilà, c'est les jeunes en 2023 en fait, ils sont désœuvrés, en fait, ils n'ont plus de repères, donc ils se tournent vers des drogues. Et en fait, l'addiction, pour en sortir, il faut tout un tissu parental déjà, tissu éducatif, tissu en fait associatif, et il faut que l'État a une grosse responsabilité là-dessus. Il faut mettre les moyens, parce qu'en fait, les millions qu'on met pas aujourd'hui, on paye des milliards demain. Hein. Donc, si on n'investit pas cette jeunesse, et comment les sortir de l'addiction, je pense qu'il faut savoir les écouter. Il ne faut pas les pointer du doigt. Et je pense que l'école a un rôle important dans le sens où elle doit expliquer les drogues, ce que c'est qu'une drogue et ce qu'elle peut engendrer dans l'impact familial. Parce qu'en fait, dans une famille, lorsqu'il y a un drogué, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et pour la famille, pour le quartier, pour la ville, pour le pays. Donc moi je pense que tous les adultes, et même nous en vérité, hein, lorsqu'on est dans la rue, normalement en bon père de famille, normalement on voit un jeune en train de se droguer, normalement on doit s'arrêter et essayer de lui expliquer. Inch'Allah, ce mois de Ramadan, en fait j'appelle tous les citoyens et les citoyennes, s'il vous plaît. En fait on a tendance à donner des sous et compagnie. Non, ils n'ont pas besoin de sous. Vous vous arrêtez dans votre quartier. Si vous voyez un jeune en fait addict à la drogue, invitez-le à votre table. Essayez de lui redonner en fait une famille et je pense qu'Inch'Allah, ça va s'arranger. Donc il y a deux volets, il y a un volet qu'on appelle volet préventif et il y a le volet curatif. Et il y a le volet aussi de l'État concernant, je dirais pas répressif, mais le côté plutôt coercitif. Pour le préventif, c'est sûr que ça se passe au niveau de la scolarité, de l'école en général, et des parents aussi. Donc l'école se doit donc de former des jeunes et les jeunes, donc la génération montante, et de leur montrer à peu près donc c'est quoi disons qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et puis les initier, leur faire des cours, et des gens qui vont venir les éduquer dans le sens pour leur montrer que ce chemin a un côté préventif. Il y a aussi le côté médical aussi, côté médecine. Donc là, il y a un rôle à jouer côté de la prévention au niveau médical pour, enseigner les dangers de ça, préventif. Ben, c'est sûr que, comme on disait, le côté aussi religieux au niveau des mosquées, donc il y a un rôle à jouer pour, faire en sorte que nos jeunes qui vont là-bas, donc les prêches, donc soient orientés vers les jeunes et puis leur dire que c'est pas la voie, etc. Il doit sortir. Oui, les deux. voilà, parce les deux. qu'on est déjà en train de réagir, voilà, Les justement. jeunes qui viennent à la mosquée, c'est déjà réglé. chose. Même à la mosquée, il faut changer de dialecte. Il faut leur parler aussi sur le plan islamique. Ils ont un peu de science, un peu de la prière, le bonheur. C'est ça, il faut parler comme ça. Ils n'aiment pas ça, c'est pas tigre. Pour un jeune. Vous savez, Je suis un peu honnête. On est ouvert à toute critique, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que nos mosquées sont ouvertes à toute personne qui est en détresse. Voilà, bien sûr. Et je rappelle que les délinquants, les sans-abri, les femmes qui ont été battues et envoyées à la rue, où est-ce qu'elles viennent? Où est-ce qu'ils viennent tous? Ils viennent tous à la mosquée, chez l'imam. Et ils trouvent refuge. Donc, on a premièrement ce rôle pour accueillir ces gens, et on a un rôle très important de sensibilisation. Oui. Maintenant, la plupart de nos imams sont des universitaires, sont des gens qui sont cultivés, sont des gens qui sont instruits, et ils ont la capacité et les moyens de faire face à ces situations. Donc, en tant que secteur religieux, on donne des orientations à nos imams pour
faire face à ce fléau et pour être accueillant et être un moyen de soulagement à ces gens. Très bien. Donc, on est très ferme sur ce sujet pour dire à nos imams de ne pas refuser ces gens. بالعكس احنا إلا ما لقاش التوبة عند الإمام وين يلقاها. On connaît tous l'histoire de cet homme qui a commis 99 crimes. Ouais. Et en cherchant le repentir, à chaque fois il rencontre un savant, il lui dit ah, tafrat fik, tu n'as pas de chance, tu es condamné à entrer en enfer. Alors il tue ce savant jusqu'à ce qu'il est arrivé à un grand savant qui a su le capter, le sauver. Le recevoir et lui donner la solution en lui disant tout péché est pardonnable. Ouais. Tout péché est pardonnable, sauf l'associationnisme à Allah Azza wa Jal. Ouais. Tout, Allah Azza wa Jal قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه اللي ما يقبلهاش ربي عز وجل. ثم ويغفر ما دون ذلك. Tout ce qui vient après peut être pardonné par Allah Azza wa Jal. Moi, j'ai transmis à mes patients, mes addicts. Je leur dis tout le temps que vous avez de la chance d'être algérien musulman. Parce que par rapport à l'addict occidental, l'Algérien, il a le support familial, ce qui est très bien, un soutien familial, puisqu'on reçoit, par exemple, on reçoit un vieux monsieur avec sa maman. J'avais un addict à l'alcool avec une vieille dame, et une maman adoptive en plus, elle le ramenait. Et on a l'islam. Les deux supports, ils sont très très importants. Bien sûr. Ouais, je suis entièrement heureux pour ça. Oui. Tout ce qui a été dit dans vos reportages, c'est extrêmement important. Pour vous dire qu'il y a une prise de conscience au niveau sociétal, qu'il y a une vraie problématique d'addiction. Oui. Maintenant, qui doit intervenir? Pour moi, tout le monde doit intervenir. Ah oui. La famille en premier lieu. On doit cadrer ses enfants, on doit savoir aussi parler. L'école. Mais l'école, comment l'école? Ça veut dire que pas uniquement de parler une fois ou deux fois par année sur avoir un programme avoir un programme spécifique étalé dans les programmes, dans les curricula, et parler de toxicomanie, parler de santé reproductive, parler des choses qu'on doit parler avec ses enfants, parce que le profil épidémiologique, le profil socio-anthropologique de l'Algérien a changé. Donc on doit changer avec ça, on doit accepter ce changement en premier lieu et on doit accompagner ce changement. Comment? C'est-à-dire que tout le monde doit intervenir avec un discours culturellement adapté, comme l'a dit très bien notre cher partenaire ici présent. En tous les cas, pour nous, je suis un membre du Comité national de lutte contre le sida, les affaires religieuses sont l'un des plus grands. Je vous le dis parce que j'ai toujours travaillé avec eux. Ils ont un programme extraordinaire sur le terrain. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas de tabou. Il n'y a pas de tabou de parler de ça. C'est les autres institutions qui ont le tabou, qui ont des tabous pour parler de ça. L'éducation doit faire quelque chose. Ils doivent se secouer. Ils doivent voir qu'il y a d'autres réalités sur le terrain. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier, des années 70 et 80, non, il y a un changement sociétal et qui mieux que l'éducation pour accompagner ce changement? L'éducation. Maintenant, il y a aussi la prise en charge. Il n'y a pas que la prévention, ça c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, qui sont les associations, les programmes de santé qui doivent s'étaler sur tous les territoires nationaux. Maintenant, le ministère de la Santé on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie de réduction des risques toxicomanie. C'est bien, on est en train de mettre en place des guidelines pour la prise en charge harmonisée de ces personnes. C'est très bien, mais ça, c'est très lent. C'est insuffisant. C'est insuffisant surtout sur Alger qui est un problème, un point chaud de la toxicomanie. De la toxicomanie, c'est-à-dire des drogues dures, qui sont l'héroïne, le Subutex, le détournement de tout ça. On n'a que 2 centres de prise en charge. Il y a encore un Blida, un Cheraga et un Afouka. Ce n'est pas suffisant. À Bab el-Oued et à Messonnier, autour des quartiers, les hotspots qui sont à Alger,
on a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont dans le besoin En pour plus, un c'est un traitement. même un problème de place aussi, hein, à l'hôpital. C'est ça. Mais justement, C'est vous pas avez- Malgré normal. le professeur, il a ouvert des services à Chiraga, c'est Vous- récent, vous avez le re- professeur Saoudi, mais quand même, ça reste toujours insuffisant. Vous Parce que recevez c'est- combien de Parce que personnes la demande est énorme. Voilà. Vous recevez On est beaucoup de- inondé par On est inondé. le Oui, phénomène. Un médecin Faut les un voir, mec il faut les voir en direct, qui traite combien vous avez dit 3000 personnes par an. C'est Est-ce- beaucoup. Comment on peut traiter 3000 personnes par Exact. an? Comment? La qualité, Il faut oui. des moyens. Il faut beaucoup de moyens. Maintenant, comment? On s'investit, mais il faut quand même beaucoup de... Il Bien a sûr. raison. Maintenant, il y a des programmes associatifs. On dit que les associations doivent intervenir pour les programmes spécifiques, hein, parce que ces programmes-là, ce n'est pas les programmes de prévention. Hein. C'est pas aussi simple que ça. C'est des programmes, on met en place des programmes d'échange de seringues, des problèmes de prise en RDA, charge, d'accompagnement, de dépistage. C'est tout un programme, et on appelle ça la prévention combinée. Mais pour mettre ça en place, pour répondre à des indicateurs nationaux de santé, mais au niveau du ministère de la Santé, on ne peut pas assurer le financement de ces programmes. Comment voulez-vous renseigner des indicateurs nationaux de santé sans mettre de l'argent, sans mettre des budgets? Parce Exact. que tout le monde doit être redevable. Oui, en tant que société civile, on doit rendre des comptes. Mais on doit rendre des comptes quand il y a aussi des moyens pour- des moyens pour Oui. Et ça pouvoir revient mettre en plus cher. place des... Et si on se tape par exemple une hépatite C, ça revient plus cher à l'État aussi. Oui, hein. traiter les maladies qui viennent à cause de... Bien de- sûr. On les envoie ça comme coûte des... un peu cher, À oui. 90% des personnes Oui, qui ils sont dans présentent des hépatites C à Voilà. cause d'une simple seringue. une seule seringue Je qui ne le trouve dis, pas. je le redis. Oui. C'est terrible. Pour vous dire que tout le monde on doit revoir nos copies. Et on doit aller beaucoup oui, plus vite. On a des problèmes plus sérieux que ça. Moi, j'ai même des mamans célibataires aussi. Oui. Hein. Ouais, bien sûr. Il n'y a même pas une poste de stérilé. Ils ne peuvent pas. Ils ont une méthode d'avortement incroyable. On est dans une forêt. C'est pas Mais possible. on est dans une forêt. On est dans une forêt, c'est le terme. C'est le terme. Quand on est laissé pour On a des compte, mamans quand on a célibataires. quand on est Oui. toxicomane, Exact. quand on a perdu la Le raison contrôle, par rapport à une substance. Comment voulez-vous que la santé soit une priorité Exact. pour cette personne? C'est pas sa priorité. Il y a la perte du contrôle de soi-même aussi. Avec ça. C'est ça, il y a la perte du contrôle. Donc, Et justement, Carrément. le soin, ça prend combien de temps Est-ce qu'on peut s'en sortir déjà? Oui, on peut s'en sortir. sortir. Il n'y a Bien pas de sûr, souci. oui. Quand il y a, par exemple, le monsieur, quand il a parlé de la prévention, Oui. bien sûr, c'est très important. Mais quand on est devant le fait accompli, la personne, par exemple l'addict, il est prêt. Il faudrait que ça soit sa décision personnelle. sa motivation. Sa motivation personnelle. De toute façon, même si les parents, ils le ramènent, il ne part pas avec un couffin vide. Hein. Oui. Il sûr. faudrait au moins qu'il récupère des informations, ne serait-ce que sur la substance. Oui. Je l'envoie au moins en ambivalence. Il va réfléchir pour le divorce. Soit je divorce la substance, soit il ne va pas partir comme ça dans le vide. Oui. Mais il arrive à s'en sortir difficilement. On essaie de travailler, de l'accompagner pendant C'est long 9 mois. 9 mois. 9 mois de rémission. non, mais 9 mois, quand c'est un 9 traitement. mois quand Comparé à la période où il a consommé cette substance, Exact. c'est Mais peu. c'est C'est pas- des Parce stades. que pour c'est des devenir stades, hein. addict, Voilà. C'est des stades. Oui. Pour devenir addict, Quand il faut il passer vient par 2 des années stades. ou 3 années. Quand la maturité, parce que la substance, ce qu'elle fait, ce qui est très mauvais aussi pour la santé, elle ralentit la maturité de l'enfant, de l'adolescent. Donc plus on commence jeune et plus Ah oui. c'est compliqué. Exact. C'est compliqué Il y a la d'arrêter. maturité. D'arrêter, oui. Mais ce qui est extraordinaire, quand on reçoit par exemple un jeune de 30 ans, quand même il est mature, il a un projet. Son projet, c'est de se séparer de cette substance. Là, on peut intervenir à l'aise, très à l'aise. Pourquoi on peut intervenir d'une façon très à l'aise? Parce que c'est sa décision à lui. lui, Il personnelle. suffit de lui montrer juste les Il stratégies. faut le convaincre. Exactement, on travaille avec. Je travaille avec ses propres idées. Ce sont ses idées, je l'oriente. Je n'ai pas le droit d'imposer mes idées. Je l'oriente, je respecte son projet, son objectif, c'est-à-dire c'est comme un poisson dans un aquarium, j'essaie de le libérer dans un océan.
Tout C'est pas simplement. aussi simple que ça. C'est pas aussi C'est-à-dire, simple que ça, hein. On dit que, ah, d'accord, en FMA, on a réglé le problème. Non. Ça dépend des stades. C'est quand ça. il vient dans un stade de souffrance, parce que la substance qui est extraordinaire, au début, elle procure une jouissance Jouissance. multipliée par 10. Voilà. Mais ce qui est bien, cette substance, jamais elle va lui laisser cette jouissance. Elle va jouer, elle va donner une autre version, c'est la souffrance. Quand on le reçoit au stade de la souffrance, tout ce qui est douleur, esclavage, il en a marre, il est un peu conscient de l'argent qu'il a perdu, les divorces, etc. Beaucoup d'échecs, échecs scolaires, il a tous vendu les sa échecs maison, possibles, ouais. c'est-à-dire toute la misère du monde. À ce moment-là, on peut intervenir. On intervient facilement avec l'addict parce qu'il est en période de souffrance. Mais il y a des stades. C'est une maladie. Elle passe par le déni, la contemplation, la pré-contemplation, la contemplation et la phase décisionnelle. C'est la phase décisionnelle qu'on peut dire, donner un pronostic. Je me dis, alhamdoulilah, il est en phase décisionnelle, il est prêt. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser sur tout le monde. Voilà, c'est ça. J'ai donné C'est-à-dire mon mot. chaque cas est Voilà, un chaque cas. cas est Et ça un dépend cas. aussi de la Chacun substance est un qui cas. est. Bien sûr. Oui, bien sûr. les drogues dures, c'est très difficile. et c'est très très lent. Et le Mais c'est monsieur, il est pour avec ça- l'injectable, il voit les plus. Donc les l'injectable. plus- C'est pour ça qu'on a c'est- maintenant des programmes d'échange, Il y a le psychique aussi. De, TSO, de exact. traitement, de substitution. Maintenant, La on a la méthadone, méthadone. On a la l'arrivée de la méthadone. méthadone. Donc, plus ou moins, ça peut aider les gens. peut aider. Donc, c'est quoi le principe? On en a parlé tout à l'heure. C'est pas remplacer une drogue par une autre drogue. non, C'est pas le principe. Mais C'est se un traitement libérer de cette substance. Oui, substance. voilà. Se libérer, mais on ne peut pas se libérer directement et Bien sûr. rapidement. Ne serait-ce que de la seringue, du Le- geste. Même le geste Le geste. est une addiction. Je vais vous dire quelque chose sur le plan comportemental. En tous les cas, chez nous, en Algérie, parce qu'on est musulmans, on n'aime pas que les enfants mangent par leur gauche, par la main gauche. La droite. Oui. Donc, on va essayer de De leur lui inculquer- imposer. de lui imposer de Et manger. parfois, il est gaucher par nature, de voilà. l'essence. D'accord, mais même avec ça, on va tout faire pour Bien, que vous voulez. C'est pas. c'est minimum 3 ans pour changer un seul C'est un comportement. conditionnement. Il faut changer tout un C'est-à-dire que conditionnement. pour vous dire, le monsieur, l'addict, il est conditionné par cette substance, par ce gestuel, par le rituel. Tout ça, c'est un problème très complexe parce que c'est un problème Ouais. et comportemental, Oui. et psychique, et psychologique, et neurologique. C'est tout un monde. Il vit dans un Oui, monde. Pour dans déconstruire son tout ce monde, il faut beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement. On a des vraies problématiques, mais il faut agir sur le long temps. C'est-à-dire que on va régler le problème. On va faut être commencer patient aussi. et on va commencer rapidement parce que Rapidement, le oui. feu est dans la maison. Mais on doit mettre beaucoup de moyens dedans. Et Inch'Allah, on va réussir ensemble parce qu'on tirant vers le même objectif. C'est pas simple. Oui. Il n'y a pas un seul pays au monde Oui. qui a réglé ces problèmes d'addictologie. Je vous parle de l'Iran. Pardon. Je rappelle juste le numéro de téléphone. Alors Ouais. aujourd'hui, on parle d'addiction aux drogues. Si vous voulez nous contacter, nous poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91, 021 23 98 91, et je vous redonne la parole. Donc, pour l'Iran, qui a une grande problématique de toxicomanie. En Iran, c'est ça le vrai problème de toxicomanie par voie injectable parce que Ils ont le cannabis aux frontières. le cannabis, c'est simple, rien. c'est aussi simple que C'est ça. une danse- C'est pas c'est le léger. cannabis. Ils ont le triangle mondial de la production des opioïdes. Oui. Des Et opioïdes. L'Afghanistan. Il y a le l'Afghanistan, le Pakistan, La Turquie aussi. Voilà. c'est le triangle. Donc, un très grand problème. Ils ont mis en place un programme de traitement, de prévention, de traitement. Ils sont au niveau au niveau même du ministère de la Justice, au niveau des prisons. Nous, on est au jour d'aujourd'hui au stade de réflexion. Est-ce qu'on va mettre les traitements au niveau des prisons ou pas? C'est-à-dire, ces gens-là sont à la rizière de la loi, donc ils ont beaucoup de problèmes juridiques.
Ils ont beaucoup de problèmes juridiques. C'est automatiquement, il n'y a pas un seul addict qui n'a pas fait un ou deux voyages au niveau des prisons. Oui. Donc, si on le traite pendant 7 mois, bon, allez, prenons votre exemple, on va le prendre pendant 7 mois, les 2 derniers mois. C'est la rémission. Oui, les 2 derniers mois, allez, il tombe en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire assurer le continuum des soins. C'est pas normal qu'au niveau de la justice, du ministère de la Justice, on ne prenne pas en charge ces personnes dans la traitement. Surtout les mineurs aujourd'hui, ils ont le choix entre la prison ou une prise en charge. Voilà. Bon, il y a 2 choses à dire sur ce point. Moi, je suis bon sur le plan. Pardon, je termine sur ça parce que c'est très important. C'est, on appelle ça, comment on appelle ça déjà, l'injonction thérapeutique. Oui, mais comme a dit Madame, docteur, qui est médecin, qui prend en charge, c'est la motivation qui est le premier, qui est la base. La première base. C'est maintenant Oui. Si maintenant ce monsieur, ce jeune ne veut pas se prendre en charge, comment voulez-vous que avec une injonction, on va le prendre? Il va le faire pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. Je suis d'accord, on doit utiliser tous les moyens possibles et imaginables. C'est une maladie chronique. Oui, c'est une maladie chronique, on n'a pas arrêté de le dire. C'est une maladie chronique. On doit les intégrer comme patients. Si c'est des patients, on doit les traiter. On ne doit pas les mettre en prison. Oui. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Moi j'ai ma vision de la chose. Ce n'est pas les patients, parce que, en fin de compte, la drogue, c'est quoi? C'est un problème économique, en fin de compte. C'est pourquoi il y a beaucoup de drogue? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Donc, justement. Classé deuxième C'est après là le où je veux pétrole. intervenir. Oui. Et avant de parler de ce... Sur le plan économique, oui. De ce point, j'aimerais bien rappeler à tous nos téléspectateurs que Sidna Omar ibn Khattab était gauchiste. Il était gaucher. Oui. Pas gauchiste, il était gaucher. Oui, donc, c'est-à-dire, parfois, certaines habitudes innées dans la personne, on n'a pas le droit de les changer. Il est comme ça. Essayer d'imposer à un enfant qui écrit avec sa main gauche brutalement et de le faire rendre droitier, c'est pas c'est contre nature. C'est contre nature. Et il n'y a pas d'orientation religieuse sur ce point. Pour cette personne, pour celui qui a une mauvaise habitude ou qui ne sait pas, on lui apprend qu'il faut boire et manger avec la droite, écrire avec la droite. Mais celui qui est sur le plan neurologique, il est gaucher. Vous ne pouvez pas le changer. Et si vous essayez de le brusquer, vous allez faire des dégâts. Donc, j'aimerais, si vous permettez, bien sûr, j'aimerais bien parler sur le dernier point qu'a évoqué notre cher médecin. Bien sûr, vous savez, les plus grandes industries mondiales, c'est quoi? C'est l'armement, l'industrie pharmaceutique, exact. Et puis, juste après, c'est la drogue. Bien sûr. Après viendra le reste, bien sûr. Mais quand on prend conscience que ce fléau vient d'une stratégie, je ne vais pas dire mais vient des forces occultes qui essayent de déstabiliser le pays, qui essayent de nuire à notre jeunesse. Ce n'est pas vraiment quelque chose de banal ou de simple. C'est une industrie et c'est une guerre déclarée contre l'Algérie et contre les pays musulmans. C'est une vraie guerre. Donc il faut mettre le paquet, il faut mettre tous les moyens. Il faut impliquer tout le monde, toutes les institutions de l'État pour faire face à ce fléau. Ce n'est pas le rôle du douanier ou du gendarme, ni de l'imam, c'est le rôle de tout le monde. Il faut tout le monde est concerné. Il faut tous se réunir pour faire face à ce fléau. Là, je rejoins ce qui a été dit, parce que pratiquement, Allah Azza wa Jal, لما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, c'est-à-dire محاربة الله عز وجل مش فقط بلا guerre classique avec l'armement, par سامحوني بالفحشاء بلا drogue,
Et donc, il faut faire face. Il faut conjuguer tous les efforts. Les efforts, oui. Il faut que ça soit comment dirais-je, l'objectif numéro 1 de l'État. Exact. Avant toute comment dirais-je, réaction contre ce qui vient de l'étranger, il faut faire face à ce fléau parce que ce sont nos enfants qui sont dans le risque. Exact, bien sûr. Il faut prendre en charge cette... Alors, on est bientôt à la fin de l'émission. On est à la veille de Ramadan, justement. bien sûr. Shahr Tawba. Et Inch'Allah, nous sommes en gaïtik b'saha ou l'hna. Ou yitfalina b'saha ou l'hna, Inch'Allah. Comment aider, justement, pendant le mois de Ramadan, ça va être un petit peu compliqué. Ce n'est pas évident quand on a un manque. Et puis, Siam et tout ça. Donc, comment aider ces jeunes et comment prévenir? Parce que aussi, on sait que les soirées de Ramadan, aussi, il y a pas mal de tentations aussi. Donc, comment allons-nous pouvoir aider pendant ce mois sacré de Ramadan? Oui. Bon, je parle de mon addict toujours. De toute façon, tous les addicts, je les respecte. C'est des grands croyants. Ils ont très très peur de Dieu. D'ailleurs, ils sont très perturbés les derniers mois avant Ramadan. Ça compte plus qu'un athée. Je les ai vus, je vis avec eux. Et le but, autant qu'addictologue, c'est arriver au contrôle du traitement. Ce n'est pas, par exemple, on ne parle pas de guérison chez l'addict. Parce que l'addict, une fois qu'il est déclaré addict, il le sera à vie. C'est comme une allergie au poisson. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a une allergie au poisson, c'est à vie. Nous, ce qu'on va prendre en considération, c'est on va travailler le manque toute sa vie. C'est une réalité à accepter. En plus de ça, on arrive par exemple, à contrôler ce qui rentre dans son corps. C'est ça ce qui est important. Car l'addict dehors et l'addict contrôlé médicalement n'est pas la même chose. Il est en sécurité. Même s'il prend une petite quantité, là, il est contrôlé. C'est ça le but de l'addictologie. Voilà. On va faire des doigts. Inch'Allah, bien sûr, il faut faire des doigts, bien sûr, et essayer d'être très prudent pendant le mois de Ramadan parce que ces jeunes passent pratiquement toute la nuit veillés et consommant cette substance, et après toute la journée, ils sont dans le lit. Et ils se lèvent un quart d'heure avant le ftar. Donc, c'est un symptôme, c'est un signe qu'il faut bien surveiller chez les enfants. Et là, je profite pour dire qu'une fois, j'ai fait une intervention, j'ai fait j'ai été invité par le Qiyada al-Amma al-Dark al-Watani pour traiter de ce sujet, et j'ai donné une proposition. Dans cette étude, j'ai donné une proposition qui est un petit peu pratiquée dans nos mosquées, mais qui, je propose qu'elle soit généralisée même dans les autres institutions. Surtout quand l'addict est emprisonné, il est incarcéré. Celui-là, on lui donne la chance de profiter du traitement dans la prison, de profiter de l'appui et le soutien d'un imam et d'un religieux qui l'aide pour sortir de cette situation. Et puis, sur le plan juridique, j'ai proposé d'abaisser et de réduire la période de prisonnement pour celui qui prouve كيفاش نقولوا التجاوب يعني il veut s'en sortir. Il veut s'en sortir. Cela, j'ai proposé de leur donner l'occasion de finir leur séjour dans une zaouia, au service public, dans une zaouia, dans une mosquée, accompagné d'un imam. Il continue cette dernière année ou ces 2 dernières années. Au lieu de les faire en prison, on lui donne la chance de les passer. Vous l'avez valorisé. Bien sûr. Et on essaie de le responsabiliser. Voilà, tu es responsable de cette chose dans la mosquée, tu es responsable de cette chose dans cette zaouia. Et on essaie de l'impliquer. Et cet environnement lui sera très profitable pour sortir de cette situation. Un dernier mot? Oui. Un dernier mot pour moi, en tous les cas. Moi, j'insiste sur le fait que l'addict est un patient, est un malade qu'on doit prendre en charge. La société, on n'a pas le luxe de laisser nos enfants se perdre. C'est nos enfants, on doit les prendre en charge. Une prise en charge globale,
inclusif, pérenne, où on ne doit pas avoir des à-coups. Ça veut dire quand Sur on le long prend terme. une personne, voilà, quand on prend un addict on le prend en charge, on doit assurer une prise en charge globale, pérenne sur le temps. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et on doit maintenant agir parce que le danger est là et tout le monde doit agir, que ce soit nous, associatifs, d'accord, les professionnels de santé, les imams, la communication, la société, toute la société. Il y a des chefs de file, par exemple, le ministère de la Santé, qui a un très grand rôle à jouer, le ministère de la Justice, qui a un très grand rôle à jouer. Mais tout le monde est impliqué. Le ministère de l'Éducation, on ne le dira bien jamais sûr, assez, voilà. et ils doivent s'impliquer. Mais Tout le monde doit maintenant, mettre la main à la pâte. dans un cadre bien organisé, avec des plans d'action validés sur des faits scientifiques, c'est comme ça qu'on pourra avoir de l'impact sur cette épidémie, sur cette maladie, sur cette pandémie, Souffrance. sur cette souffrance. C'est une Barakallah population fik. qui souffre. C'est une population qui Ils souffre ont besoin de nous. et ils ont beaucoup besoin de nous. Exact. Merci beaucoup. Merci à vous. On est aussi à la veille du mois de Ramadan. Shahr Ramadan Tawbah, ça peut Mubarak. aider. Ramadan Mubarak, Des Sahar douas, Barak. c'est Des bon. doigts, voilà, et Inch'Allah, ça Merci pourra beaucoup. aider les jeunes à aller Inch'Allah. mieux. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé. Alors, je rappelle, c'est docteur Béchara Ben Hadj, vous êtes addictologue. Merci Bachira, encore d'avoir merci bien. participé. Monsieur Abdelhamid Hachadi, vous êtes directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Merci pour votre participation. Merci. Et Monsieur Atman Bourouba, vous êtes président de l'association AIDS Algérie, association information drogue sida. Merci pour votre C'est nous. participation. Barakallah fikum. Ya'tikum Merci sahha. merci beaucoup. Merci à vous. Merci à De vous. participer. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous Merci dis, bien. Sahar Ramadankoum, parce qu'on se retrouvera, nous, lundi prochain à 17h. Ça sera déjà Ramadan, à 17h sur Canal Algérie. Prenez soin de vous. Inch'Allah, tsoumou b'sahha wa lahna. Bqaw ala khair.